Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux grandes batailles méconnues de l'histoire militaire. Aujourd'hui, nous vous racontons l'extraordinaire revirement d'opinion des équipages de chars allemands lors des combats de l'hiver 1944-1945 en Alsace et en Lorraine. Ces vétérans de la Panzerwaffe, habitués à dominer les champs de bataille européens avec leurs redoutables Tigers et Panthers, découvrirent avec stupéfaction que les boîtes de conserve américaines, maniées par les équipages français de la 2e division blindée du général Leclerc, possédaient des qualités insoupçonnées qui allaient bouleverser leur vision de la guerre blindée. Cette histoire authentique, reconstituée à partir de témoignages directs d'anciens tankistes allemands et français, révèle comment le mépris initial des Panzertruppen pour le matériel allié se transforma progressivement en respect forcé face à l'efficacité tactique et à la fiabilité technique du M4 Sherman, entre les mains d'équipages français particulièrement déterminés et bien entraînés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants de la guerre blindée. Nathanto, mettez un pouce bleu si cette introduction vous captive et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de révéler ces épisodes méconnus qui éclairent la complexité de l'histoire militaire. Préparez-vous à découvrir comment l'orgueil technique allemand fut ébranlé par la résilience française. L'hiver 1944 marqua un tournant décisif dans la perception qu'avaient les équipages de chars allemands de leurs adversaires occidentaux, particulièrement lors des combats acharnés qui se déroulèrent dans la plaine d'Alsace entre novembre 1944 et mars 1945. L'Obergefreiter Klaus Zimmermann, chef de char expérimenté du 3e régiment de Panzer, avait accumulé 3 années d'expérience sur tous les fronts européens, de la Pologne à la Normandie, en passant par les steppes russes. À 28 ans, ce vétéran bavarois incarnait l'élite de la Panzerwaffe allemande et partageait avec ses camarades une confiance absolue dans la supériorité technique de leurs blindés face aux primitifs chars alliés. Ces Sherman américains, se moquait-il auprès de ses hommes lors d'un briefing dans les faubourgs de Strasbourg, ne sont que des cercueils roulants. Nos Panthers 4 peuvent les détruire à 2000 mètres, pendant qu'eux doivent s'approcher à 500 mètres pour espérer nous égratigner. Cette arrogance technique, partagée par l'ensemble des équipages de la Panzerwaffe, reposait sur une réalité indéniable. Les chars allemands possédaient effectivement une puissance de feu et un blindage supérieur aux Sherman américains utilisés par les forces françaises de Leclerc. Le Hauptmann Werner Müller, commandant de la 2e compagnie du régiment, nourrissait un mépris particulier pour les Français qu'il avait combattus en juin 1940. Ces Français qui reviennent avec du matériel américain croient pouvoir effacer l'humiliation de 1940, mais ils ne comprennent rien à la guerre moderne. Leurs chars sont des jouets comparés à nos Tigers, et leurs équipages n'ont pas l'expérience du combat que nous avons acquise sur tous les fronts. Mais cette condescendance envers l'ennemi français s'enracinait dans le souvenir triomphal de la campagne de France et dans la conviction de la supériorité militaire allemande. Cependant, cette confiance allait être brutalement ébranlée lors de la première véritable confrontation avec la 2e division blindée française, près de Gerstheim, le 23 novembre 1944. Ce jour-là, une colonne de 6 Panthers commandée par Zimmermann tomba dans une embuscade parfaitement orchestrée par une compagnie de Sherman du 501e régiment de chars de combat français. Le choc fut immédiat et dévastateur pour les équipages allemands qui découvrirent un adversaire qu'ils n'attendaient pas. « Impossible !» s'exclama le tireur de Zimmermann quand le premier Sherman français, touché de plein fouet par un obus de 60 km, continua d'avancer et de tirer malgré des dégâts apparents. « J'ai touché ce char en plein flanc, il devrait être en feu. » Mais le Sherman français, commandé par le maréchal des logis Pierre Dubois, ancien d'Afrique du Nord, continua son approche méthodique, protégé par un nuage de fumée et soutenu par l'artillerie française, qui neutralisait progressivement les positions allemandes. Ce que les Allemands découvraient ce jour-là, c'était la remarquable capacité d'encaissement du Sherman M4A1, certes moins lourdement blindé que leur Panther, mais doté d'un équipement de survie et d'une conception modulaire qui permettait aux équipages de continuer le combat même après avoir subi des dommages importants. Le blindage incliné du Sherman, bien que moins épais, déviait efficacement de nombreux projectiles, tandis que ses systèmes de protection interne limitaient les dégâts des impacts non perforants. Plus troublant encore pour les Allemands fut la découverte de la tactique française qui compensait intelligemment l'infériorité technique de leurs chars par une supériorité tactique et logistique.
Les Sherman français avançaient en formation coordonnée, se couvrant mutuellement, exploitant le terrain, et surtout maintenant un rythme d'engagement que ne pouvaient suivre les lourds Panthers allemands. « Ils sont partout à la fois », rapportait le radio de Zimmermann. « Dès qu'on en touche un, deux autres nous prennent en tenaille. » Le Feldwebel Otto Richter, tireur expérimenté qui avait détruit plus de 40 chars soviétiques sur le front de l'Est, exprimait sa frustration. « Ces Sherman bougent trop vite. On n'a pas le temps de les viser correctement. Et quand on en touche un, ils ne s'arrêtent pas comme les T-34 russes. » Cette mobilité du Sherman, longtemps considérée comme un défaut par les stratèges qui privilégiaient le blindage lourd, se révélait être un atout décisif dans les combats urbains et semi-urbains d'Alsace. Mais c'est la fiabilité mécanique du Sherman qui impressionna le plus les équipages allemands, habitués aux pannes fréquentes de leurs Tigers et Panthers surchargés techniquement. Leurs chars roulent depuis des semaines sans interruption, observait avec amertume le mécanicien de Zimmermann, l'Obergefreiter Hans Weber, pendant que nous, on passe notre temps à réparer nos transmissions et nos moteurs surchauffés. Cette différence de disponibilité opérationnelle transformait progressivement l'équilibre des forces en faveur des Français. L'humiliation fut complète quand, lors de ce premier combat de Gerstheim, 3 des 6 Panthers allemands tombèrent en panne mécanique avant même d'avoir pu engager efficacement l'ennemi, tandis que les Sherman français maintenaient leur pression tactique sans relâche. Comment peut-on gagner une guerre avec des chars qui nous abandonnent au moment décisif? S'interrogeait amèrement Zimmermann, en voyant son propre Panther immobilisé par une défaillance de transmission, alors que les Sherman français poursuivaient leur avance implacable dans les rues de Gerstheim. Cette première confrontation marquait le début d'une remise en question profonde des certitudes techniques allemandes. Les équipages de la Panzerwaffe, habitués depuis 1940 à dominer leurs adversaires par la supériorité de leur matériel, découvraient qu'un char techniquement inférieur pouvait l'emporter par sa fiabilité, sa facilité d'emploi, et surtout par la qualité de ses équipages. Cette révélation allait transformer leur perception de la guerre blindée et de leurs adversaires français. Les jours qui suivirent le combat de Gerstheim virent se multiplier les confrontations entre blindés allemands et français dans la campagne alsacienne. Chaque engagement révélant aux équipages de la Panzerwaffe de nouvelles qualités insoupçonnées du Sherman américain entre les mains de tankistes français particulièrement déterminés. L'Hauptmann Müller, dont les certitudes avaient été ébranlées par la première défaite, organisait désormais des briefings techniques approfondis pour comprendre les forces et faiblesses de cet adversaire qui ne correspondait en rien à l'image qu'il s'en était faite. Ces Sherman français, analysait-il devant ses chefs de chars réunis dans une ferme alsacienne transformée en poste de commandement, possèdent des caractéristiques que nos manuels techniques n'avaient pas prévues. Leur blindage de 75 mm, certes inférieur à celui de nos Panthers, est remarquablement bien conçu avec ses plaques inclinées qui dévient nos obus. Et surtout, leur mobilité tactique nous pose des problèmes que nous n'avions pas rencontrés face aux tanks britanniques ou soviétiques. Cette analyse objective marquait un changement d'approche significatif chez cet officier jusque-là imprégné de mépris pour l'ennemi occidental. Le Feldwebel Richter apportait son témoignage d'expert artilleur. « Hier, j'ai tiré 7 obus sur un Sherman à 800 mètres. 3 l'ont touché sans le percer, 2 ont ricoché sur son blindage incliné, et les 2 derniers l'ont touché dans des zones non vitales. Le char français a continué à combattre et à manœuvrer. Sur le front russe, avec notre KWK 42 de 75 mm, un seul impact suffisait généralement à détruire un T-34. Ces Sherman sont construits différemment. Cette résistance inattendue du blindé américain remettait en question toutes les certitudes balistiques des artilleurs allemands. L'Obergefreiter Weber, mécanicien pilote expérimenté, faisait une observation encore plus troublante. Ce qui m'impressionne le plus, c'est leur fiabilité mécanique. Nos espions nous rapportent que certains Sherman français roulent depuis plus de 1000 km depuis leur débarquement en Provence, sans révision majeure de moteur. Notre Panther tombe en panne tous les 150 km. Comment peuvent-ils maintenir une pression opérationnelle constante avec des machines si fiables? Cette question touchait au cœur du problème allemand. La sursophistication technique au détriment de la robustesse opérationnelle. Le lieutenant Franz Hoffmann, jeune officier fraîchement sorti de l'école des blindés de Münster, avait étudié attentivement les tactiques françaises. Ils n'essaient pas de nous battre char contre char comme les Britanniques. Ils utilisent la mobilité de leurs Sherman pour créer des situations tactiques
où notre supériorité technique devient inutile. Ils attaquent toujours en coordination avec leur infanterie et leur artillerie, transformant chaque engagement en bataille combinée, où nos chars lourds perdent leurs avantages. Cette analyse révélait la maturité tactique acquise par les Français depuis leur campagne d'Afrique du Nord. Les équipages allemands découvraient également l'extraordinaire polyvalence du Sherman, qui pouvait s'adapter rapidement à différents types de combats. Ces chars français, rapportait le chef de char Zimmermann après un engagement à Sélestat, passant du combat urbain au combat de campagne sans modification majeure. Nos Tigers sont redoutables en terrain ouvert, mais deviennent vulnérables en ville. Leurs Sherman sont également efficaces partout. Cette adaptabilité du blindé américain révélait une philosophie de conception différente, privilégiant la polyvalence à la spécialisation. L'aspect logistique impressionnait tout particulièrement les Allemands habitués aux difficultés d'approvisionnement de leurs blindés lourds. L'Unterfeldwebel Karl Becker, responsable de l'entretien de la compagnie, observait avec amertume « Leurs Sherman consomment 2 fois moins de carburant que nos Panthers pour la même distance parcourue. Leurs chenilles durent 3 fois plus longtemps. Leurs pièces de rechange sont standardisées et interchangeables. C'est de l'ingénierie de guerre intelligente, pas de la démonstration technique comme nos machines. » Cette philosophie industrielle américaine révolutionnait la conception même de la guerre blindée. La rapidité de réparation des Sherman français sidérait les mécaniciens allemands. J'ai vu un Sherman français touché par notre artillerie reprendre le combat 3 heures plus tard avec une plaque de blindage de fortune soudée sur l'impact, témoignait Weber. Nos Panthers auraient nécessité une révision complète en atelier. Leur conception modulaire permet des réparations de campagne impossibles sur nos machines. Cette facilité de maintenance donnait aux Français un avantage opérationnel considérable dans une guerre d'usure. L'armement principal du Sherman, initialement méprisé par les Allemands, révélait également des qualités inattendues. Leur canon de 75 mm M3 n'a pas la puissance de notre KWK-42, admettait Richter, mais sa cadence de tir est supérieure, sa précision remarquable, et surtout, leurs munitions sont toujours disponibles en quantité. Nous, on économise nos obus lourds, parce qu'on ne sait jamais quand on en recevra d'autres. Cette abondance logistique américaine transformait les engagements prolongés en faveur des Français. L'équipement secondaire des Sherman français impressionnait par sa modernité et son efficacité. Ils ont tous des radios qui fonctionnent, constatait le radio de Zimmermann. Leur coordination est parfaite. Nos Tigers ont des radios plus puissantes, mais la moitié du temps, elles sont en panne. Et leur système de vision nocturne leur donne un avantage tactique que nous n'avions pas prévu. Cette supériorité électronique compensait largement l'infériorité du blindage. Plus troublant encore, les équipages allemands découvraient que les tankistes français maniaient leur Sherman avec une maîtrise technique qui révélait un entraînement de qualité supérieure. Ces Français, observait Hoffmann, connaissent parfaitement les capacités et limites de leurs machines. Ils les exploitent au maximum, sans les pousser au-delà de leurs possibilités. Nos équipages, habitués à compenser les défaillances de nos chars sursophistiqués, découvrent des adversaires qui tirent le meilleur parti de machines simples mais efficaces. Cette maturité d'emploi transformait le Sherman de char moyen en arme redoutablement efficace. La bataille de Colmar, qui s'étendit du 20 janvier au 9 février 1945, marqua l'apogée de cette révision des jugements allemands sur le Sherman français. L'opération Chesapeake, lancée par la première armée française pour réduire la poche de Colmar, opposa directement les blindés de Leclerc aux dernières réserves blindées allemandes en Alsace, dont la redoutable Panzerbrigade 106 équipée des derniers Tigers II sortis des usines. Cette confrontation entre la technologie allemande la plus avancée et la simplicité efficace du Sherman américain allait révéler définitivement les limites de la course aux armements et l'importance de la doctrine d'emploi. L'Obersturmführer Heinrich Wittmann, homonyme du célèbre as de Tiger mais sans lien de parenté, commandant d'un Tiger II de 68 tonnes armé du redoutable canon de 80 mm KK-43, était confiant en sa supériorité technique absolue. Avec ce blindage de 105 mm sur le front, expliquait-il à son équipage en prenant position près d'Amerschwir, aucun Sherman ne peut nous percer, même à bout portant. Et notre 98 peut les détruire à plus de 3000 mètres. C'est un combat inégal. Cette assurance technique, partagée par tous les équipages de Tigers II, allait être brutalement remise en cause par la réalité du terrain alsacien.
Le maréchal des logis Dubois, devenu une légende dans la 2e DB après ses succès précédents, commandait maintenant une section de 4 Sherman M81 appartenant au 12e régiment de cuirassiers. Son expérience des combats de Normandie et d'Alsace lui avait enseigné que, face aux gros blindés Boche, il ne faut jamais les affronter de front. Il faut les contourner, les harceler, et surtout exploiter leur lenteur et leur manque de fiabilité. Cette philosophie tactique, héritée des campagnes d'Afrique, transformait l'infériorité technique en avantage opérationnel. Le premier engagement révéla immédiatement les faiblesses opérationnelles des super-lourds allemands. Le Tiger II de Wittmann, pesant 68 tonnes, s'enlisa dans la boue alsacienne détrempée par les pluies d'hiver, ses chenilles larges s'avérant insuffisantes pour répartir le poids de la machine sur le terrain meuble. « Un Möglich !» rageait le pilote. « Nous sommes immobilisés avant même d'avoir tiré un coup. » Pendant ce temps, les Sherman français de 30 tonnes circulaient librement sur le même terrain, leur pression au sol réduite leur permettant de maintenir leur mobilité tactique. Cette mobilité différentielle permit à Dubois d'appliquer la tactique du essaim développée par la 2e DB. Ces 4 Sherman encerclèrent méthodiquement le Tiger II immobilisé, l'attaquant simultanément sous différents angles pour saturer sa capacité de riposte. « Il ne peut tirer que dans une direction à la fois », expliquait Dubois à ses équipages par radio. « Nous, on l'attaque par 4 côtés en même temps. Sa tourelle ne peut pas pivoter assez vite pour nous suivre tous. » Cette tactique, impossible avec des chars lourds, exploitait parfaitement les caractéristiques du Sherman. L'Obergefreiter Gustav Müller, tireur du Tiger II, découvrait avec frustration les limites de son armement surpuissant. « Ces Sherman bougent trop vite. Le temps que je recharge mon 88, ils ont changé de position, et ils tirent sans arrêt avec leurs 75 mm. Ils nous aveuglent avec leurs impacts sur notre blindage. » Cette cadence de tir supérieure du Sherman, rendue possible par des munitions plus légères et un mécanisme de chargement plus simple, transformait l'engagement en déluge de feu que ne pouvait soutenir le Tiger allemand. La bataille révéla également un aspect psychologique inattendu. Les équipages allemands, habitués à dominer par leur puissance de feu, perdaient leurs moyens face à des adversaires qui refusaient le combat frontal. Ces Français ne se battent pas loyalement, se plaignait l'Unterscharführer Weber, chargeur du Tiger II. Ils nous harcèlent comme des guêpes au lieu de nous affronter honorablement. Cette mentalité chevaleresque de la Panzerwaffe, héritée de traditions militaires obsolètes, s'avérait inadaptée face à l'efficacité pragmatique française. Le point culminant de l'engagement survint quand l'un des Sherman de Dubois, le mort au Boche, piloté par le brigadier Rousseau, ancien mécanicien de Citroën, parvint à contourner le Tiger II et à le prendre en enfilade sur son flanc droit, zone moins protégée. Tirant à 200 mètres avec des obus perforants américains, Rousseau réussit à percer le blindage latéral de 80 mm et à provoquer un incendie dans la soute à munitions. « Impossible !» s'exclama Wittmann en voyant son Tiger II, invulnérable théoriquement, partir en flammes sous les coups d'un simple Sherman. Cette destruction du Tiger II par un Sherman eut un impact psychologique énorme sur les équipages allemands témoins de la scène. L'Hauptmann Müller, observant le combat depuis son poste de commandement, téléphonait frénétiquement à son état-major. « Mes Tigers II sont neutralisés par des Sherman. Comment est-ce possible? Nos meilleurs blindés, nos équipages les plus expérimentés, battus par des chars américains maniés par des Français. » Cette remise en cause brutale des certitudes techniques ébranlait les fondements mêmes de la doctrine blindée allemande. L'analyse technique post-combat révéla les mécanismes de cette impossible victoire française. Le Sherman, avec ses 30 tonnes, pouvait manœuvrer sur tout terrain, maintenir une cadence de tir élevée et surtout rester opérationnel dans la durée grâce à sa conception robuste. Le Tiger II, avec ses 68 tonnes et sa complexité technique, était certes redoutable dans des conditions idéales, mais vulnérable dès que les conditions se dégradaient. Nous avons construit des cathédrales gothiques, philosophait amèrement l'ingénieur de l'état-major allemand, quand il fallait construire des églises romanes. Le Feldwebel Richter, survivant de la bataille, résumait l'évolution de sa perception. Au début de la guerre, nous pensions que les meilleures machines gagneraient. Maintenant, je comprends que ce sont les machines les plus fiables, maniées par les meilleurs équipages, qui l'emportent. Ces Sherman français ne sont peut-être pas les plus puissants, mais ils sont toujours là quand il faut combattre. Et ça, c'est plus important que tous les blindages et tous les canons du monde.
Cette sagesse acquise au prix de nombreuses défaites illustrait parfaitement l'évolution des mentalités allemandes face à la réalité de la guerre moderne. Les dernières semaines de combat en Alsace, de février à mai 1945, confirmèrent définitivement la transformation de l'opinion des tankistes allemands sur leurs adversaires français et leur matériel américain. L'Obergefreiter Zimmermann, dont le Panther avait été définitivement immobilisé par une panne de transmission lors de la retraite vers le Rhin, se retrouvait affecté comme observateur d'artillerie, position qui lui offrait une vue d'ensemble unique sur l'évolution des combats blindés. Ses rapports à l'état-major allemand témoignaient d'un respect croissant pour des adversaires qu'il avait initialement méprisés. Les équipages français, écrivait-il dans son rapport du 15 mars 1945, font preuve d'une maîtrise technique et tactique qui dépasse tout ce que nous avons rencontré depuis le début de cette guerre. Leurs Sherman, initialement considérés comme des blindés de second ordre, sont devenus entre leurs mains des armes redoutablement efficaces. Ils compensent l'infériorité théorique de leurs machines par une supériorité pratique dans l'emploi qui nous met constamment en difficulté. Cette reconnaissance officielle marquait un tournant dans l'évaluation allemande des capacités françaises. L'aspect logistique continuait d'impressionner les observateurs allemands confrontés aux difficultés croissantes d'approvisionnement de leurs propres forces. Hauptmann Müller notait avec amertume: « Pendant que nous rationnons nos munitions et notre carburant, les Français semblent disposer de ressources illimitées. Leurs Sherman tirent sans compter, manœuvrent en permanence, et nous voyons arriver constamment de nouveaux chars pour remplacer ceux qui ont été endommagés. Cette guerre industrielle nous dépasse complètement. » Cette prise de conscience de la supériorité logistique alliée révélait les limites structurelles de l'effort de guerre allemand. Le témoignage du Feldwebel Richter, désormais affecté à la défense anti-char faute de blindés disponibles, illustrait parfaitement cette évolution. « J'ai détruit 47 chars ennemis depuis le début de la guerre, principalement des T-34 soviétiques et des Churchill britanniques. Mais ces Sherman français sont différents. Ils n'attaquent jamais de la même manière. Ils s'adaptent constamment à nos défenses. Ils apprennent de chaque engagement. Face aux Russes, on savait qu'ils attaqueraient en masse frontalement. Face aux Britanniques, on savait qu'ils seraient prudents et méthodiques. Les Français, avec leurs Sherman, sont imprévisibles et créatifs. » Cette adaptabilité tactique révélait la qualité de formation des équipages français. L'ingénieur Hans Steiner, envoyé par le ministère de l'Armement pour étudier les blindés ennemis capturés, rédigea un rapport technique qui révolutionna la vision allemande du Sherman. Ce char américain représente une philosophie industrielle que nous avons négligée. Là où nous avons privilégié la performance maximale, les Américains ont optimisé la fiabilité opérationnelle. Résultat, un Sherman peut rester en ligne 300 jours par an, contre 180 pour un Panther et 120 pour un Tiger. Cette disponibilité opérationnelle supérieure compense largement l'infériorité du blindage ou de l'armement. Cette analyse révélait les erreurs stratégiques de l'industrie d'armement allemande. Les témoignages des prisonniers allemands capturés par les Français apportaient un éclairage particulier sur cette évolution des mentalités. L'Unterfeldwebel Koch, pilote de Panzer IV capturé près de Colmar, déclarait à ses interrogateurs: « Vous autres Français, vous nous avez surpris avec vos Sherman. On s'attendait à combattre des amateurs équipés de machines de seconde zone. On a trouvé des professionnels avec des chars parfaitement adaptés à leur mission. Votre matériel américain n'est peut-être pas le plus impressionnant techniquement, mais c'est le plus efficace opérationnellement. » Cette reconnaissance de l'adversaire témoignait de l'effondrement des préjugés allemands. L'évolution de la doctrine d'emploi allemande face aux Sherman français révélait cette transformation des perceptions. Les nouveaux manuels tactiques de la Panzerwaffe recommandaient désormais, face aux Sherman français, éviter l'engagement mobile, privilégier les positions défensives préparées, ne jamais sous-estimer leur capacité de manœuvre et leur coordination, prévoir des itinéraires de repli car ces chars maintiendront la pression tant qu'ils auront des munitions et du carburant. Ces recommandations impensables en 1940 illustraient l'adaptation forcée de l'armée allemande. Le lieutenant Hoffmann, devenu par force spécialiste de la lutte anti-Sherman, développait une véritable admiration pour ses adversaires. Ces tankistes français ont transformé un char moyen en arme absolue par leur maîtrise tactique. Ils utilisent chaque qualité du Sherman, sa mobilité pour nous surprendre, sa fiabilité pour maintenir la pression, sa simplicité pour le réparer rapidement. Et surtout, ils combattent avec un moral que nous avons perdu depuis Stalingrad.
Cette reconnaissance du moral français révélait la dimension psychologique de la supériorité alliée. L'aspect technique de cette réévaluation était particulièrement frappant chez les mécaniciens allemands. Weber, désormais chargé de récupérer les épaves de Panzer pour récupérer des pièces détachées, observait. J'ai examiné plusieurs Sherman français endommagés. Leur conception modulaire permet de réparer ou remplacer n'importe quel élément rapidement. Nos Panzer, plus sophistiqués, nécessitent des révisions complètes pour le moindre problème. Les Américains ont conçu un char de guerre. Nous avons conçu des démonstrateurs techniques. Cette lucidité technique marquait la fin des illusions sur la supériorité allemande. Le bilan de ces mois de combat transformait complètement la vision allemande de leurs adversaires. Le Hauptmann Müller, dans son rapport final avant la capitulation, écrivait « Les équipages français de Sherman ont démontré qu'en guerre, l'efficacité prime sur la sophistication technique. Leurs chars inférieurs nous ont vaincus parce qu'ils étaient employés par des professionnels déterminés avec une doctrine adaptée et des moyens logistiques supérieurs. Cette leçon nous servira si nous devons un jour reconstruire une armée blindée. » Cette sagesse acquise au prix de la défaite illustrait parfaitement l'évolution des mentalités militaires allemandes. L'ironie de cette situation n'échappait pas aux vétérans allemands, ceux qui avaient humilié l'armée française en 1940 avec des Panzer III et IV techniquement supérieurs aux chars français de l'époque, découvraient en 1945 que la supériorité technique ne garantit pas la victoire. Les Sherman américains, entre les mains d'équipages français revanchards et bien entraînés, démontraient que la guerre moderne appartient aux soldats les mieux préparés, les mieux équipés logistiquement et surtout les plus motivés, indépendamment de la sophistication pure de leur matériel. La capitulation allemande du 8 mai 1945 marqua la fin des combats, mais pas celle des réflexions tactiques et techniques qui avaient germé dans l'esprit des tankistes allemands au contact des Sherman français. Dans les camps de prisonniers de guerre, ces vétérans de la Panzerwaffe eurent le temps d'analyser sereinement leur défaite et de tirer les leçons de leur confrontation avec un adversaire qui avait bouleversé toutes leurs certitudes sur la guerre blindée moderne. Ces discussions entre anciens ennemis révélèrent l'ampleur de la révision conceptuelle que cette expérience avait provoquée chez les Allemands. L'Obergefreiter Zimmermann, détenu au camp de prisonniers de Rennes, participait régulièrement aux débats organisés par les autorités françaises pour comprendre les évolutions de la pensée militaire allemande. Ce qui nous a le plus impressionné, expliquait-il à ses interrogateurs français, ce n'était pas la puissance brute de vos Sherman, mais leur capacité à rester opérationnels en permanence. Nos Tigers et Panthers étaient plus puissants individuellement, mais ils passaient plus de temps en réparation qu'au combat. Vos Sherman étaient toujours là quand il fallait se battre. Cette analyse révélait une compréhension nouvelle de l'importance de la disponibilité opérationnelle sur la puissance théorique. Le Hauptmann Müller, interné dans le même camp, développait une réflexion plus stratégique. Nous pensions que la guerre se gagnait avec les meilleures armes individuelles. Vous nous avez prouvé qu'elle se gagne avec le meilleur système d'armes globales. Vos Sherman n'étaient peut-être pas les meilleurs chars du monde, mais ils étaient parfaitement intégrés dans un système logistique, tactique et industriel qui maximisait leur efficacité. C'est une leçon de stratégie industrielle que nous avions négligée. Cette prise de conscience de l'importance de l'intégration systémique marquait une évolution majeure de la pensée militaire allemande. Les discussions techniques entre anciens adversaires révélaient des aspects méconnus de cette transformation des mentalités. Le Feldwebel Richter échangeait régulièrement avec des tankistes français également prisonniers, capturés lors d'actions de reconnaissance, sur les différences philosophiques entre leurs matériels. Vos Sherman étaient conçus pour être conduits par des conscrits rapidement formés, nos Panzers nécessitaient des spécialistes expérimentés. En guerre longue, votre approche était plus réaliste. On ne peut pas former un pilote de Tiger en 6 mois, mais on peut former un pilote de Sherman efficace en 3 mois. Cette simplicité d'emploi s'avérait cruciale dans une guerre d'usure. L'ingénieur Steiner, autorisé à consulter des documents techniques américains dans le cadre des programmes de dénazification, rédigeait des analyses qui révolutionnaient la compréhension allemande de l'industrie d'armement. Les Américains ont appliqué à la production militaire les principes de l'industrie automobile de masse. Standardisation, interchangeabilité, production en série, facilité de maintenance. Nous avons appliqué les principes de l'industrie de luxe, performance maximale, sophistication technique, production artisanale. En temps de guerre, leur approche était infiniment plus efficace. Cette révélation transformait la vision allemande de l'économie de guerre.
Les témoignages recueillis auprès des tankistes français captifs complétaient cette analyse. Le maréchal des logis Dubois, fait prisonnier lors d'une mission de reconnaissance près de la frontière allemande, expliquait sa philosophie d'emploi du Sherman. Nous ne cherchions jamais à égaler vos Panzers en puissance pure. Nous exploitions nos avantages, mobilité, fiabilité, simplicité d'emploi. Un Sherman bien mené peut battre n'importe quel char allemand, si on refuse le combat frontal et qu'on impose notre tempo. Cette doctrine d'emploi révélait la maturité tactique française. L'aspect psychologique de cette transformation des mentalités allemandes était particulièrement frappant. L'Unterfeldwebel Koch témoignait. Au début, nous méprisions les Sherman comme des boîtes de conserve. À la fin, nous les respections comme des adversaires redoutables. Cette évolution de notre perception révèle nos préjugés initiaux sur la technique pure. Nous avions oublié que la guerre, c'est d'abord des hommes qui se battent avec des machines, pas des machines qui se battent toutes seules. Cette humanisation de la guerre blindée marquait une rupture avec l'idolâtrie technique allemande. Les discussions sur l'avenir de la guerre blindée révélaient combien cette expérience avait transformé la vision allemande. Le lieutenant Hoffmann développait ses réflexions. Si nous devons un jour reconstituer une armée blindée, nous devrons abandonner notre obsession pour la complexité technique. L'avenir appartient aux chars fiables, faciles à produire en masse, simples à entretenir et à réparer. Le Sherman américain préfigure probablement les chars de demain. Cette vision prospective s'avérait remarquablement prémonitoire. L'impact de cette révision conceptuelle dépassait le cadre purement militaire pour toucher à l'industrie et à l'économie. Weber, le mécanicien, analysait « Votre Sherman nous a enseigné que la robustesse vaut mieux que la sophistication, que la simplicité est plus efficace que la complexité, que la standardisation est préférable à la personnalisation. Ces principes s'appliquent autant à l'industrie civile qu'à l'industrie militaire. C'est une leçon pour toute la reconstruction allemande. Cette généralisation des enseignements techniques influencerait effectivement la renaissance industrielle allemande d'après-guerre. L'ironie de cette situation n'échappait pas aux protagonistes. Zimmermann la résumait parfaitement. Nous qui nous moquions en 1944 des boîtes de conserve américaines et des amateurs français, nous devons reconnaître en 1945 qu'ils nous ont donné une leçon magistrale de guerre moderne. Leurs Sherman inférieurs ont vaincu nos Panzers supérieurs parce qu'ils étaient mieux conçus pour la guerre réelle, pas pour les démonstrations techniques. C'est une humilité que nous devrons garder. Cette reconnaissance de l'erreur allemande marquait la fin d'une époque et l'ouverture vers une nouvelle conception de l'efficacité militaire. Les enseignements de cette confrontation entre Sherman français et blindés allemands dépassaient largement le cadre de la Seconde Guerre mondiale pour influencer durablement la pensée militaire occidentale. Ils démontraient que l'efficacité opérationnelle prime sur la performance théorique, que la fiabilité vaut mieux que la puissance maximale, et surtout que la guerre moderne est un système complexe où la qualité des hommes, la robustesse du matériel et l'efficacité logistique importent plus que la sophistication technique pure. Cette leçon, apprise au prix de la défaite par les tankistes allemands, allait guider la conception des blindés occidentaux pendant des décennies. Les années d'après-guerre virent se développer une littérature militaire allemande qui analysait de manière critique les erreurs conceptuelles de la Panzerwaffe et reconnaissait explicitement les qualités du Sherman américain tel qu'employé par les Français. Cette révision historiographique, menée par les anciens protagonistes eux-mêmes, révolutionnait la compréhension allemande de la guerre blindée et influençait profondément la renaissance de l'industrie d'armement germanique dans le cadre de l'OTAN. L'humilité forcée de la défaite se transformait progressivement en sagesse tactique et technique. L'ouvrage de référence publié en 1952 par Lex Hauptmann Müller, Panzer gegen Sherman, leçon d'une défaite annoncée, connut un succès considérable dans les cercles militaires européens. Notre erreur fondamentale, y écrivait-il, fut de concevoir nos blindés comme des démonstrations de supériorité technique, plutôt que comme des outils de guerre optimisés pour leur mission. Le Sherman américain, techniquement moins impressionnant que nos Panzers, était en réalité plus efficace parce qu'il était conçu pour gagner la guerre, pas pour impressionner les ingénieurs. Cette autocritique marquait une rupture définitive avec l'arrogance technique d'avant-guerre. L'analyse technique développée par l'ingénieur Steiner dans ses Mémoires d'un concepteur de blindés révélait les mécanismes précis de cette supériorité opérationnelle du Sherman. Nous avions optimisé nos Panzers pour des performances maximales dans des conditions idéales.
Les Américains avaient optimisé le Sherman pour des performances constantes dans toutes les conditions. Cette différence philosophique explique pourquoi nos Tigers de 68 tonnes étaient vaincus par leur Sherman de 30 tonnes. La guerre réelle privilégie la régularité sur l'excellence ponctuelle. Cette analyse influencerait profondément la conception des futurs chars allemands. Le témoignage du Feldwebel Richter, publié sous le titre Du mépris au respect, mes combats contre les Sherman français, apportait la dimension humaine de cette transformation des mentalités. J'ai commencé cette guerre en considérant mes adversaires comme des soldats de seconde zone équipés de matériel de rebut. Je l'ai terminée en reconnaissant que les tankistes français maniaient leur Sherman avec une maîtrise qui surpassait la nôtre. Cette évolution de ma perception révèle les préjugés qui nous aveuglaient et nous ont menés à la défaite. Cette reconnaissance personnelle de l'erreur de jugement illustrait parfaitement l'évolution des mentalités allemandes. Les institutions militaires allemandes reconstituées dans le cadre de la Bundeswehr intégrèrent ces enseignements dans leur programme de formation. L'école blindée de Münster, refondée en 1956, enseignait désormais que l'efficacité opérationnelle prime sur la sophistication technique et que un char fiable vaut mieux qu'un char puissant. Ces principes, inspirés directement de l'analyse de la supériorité du Sherman sur les blindés allemands, guidaient la formation des nouveaux tankistes ouest-allemands dans un esprit totalement renouvelé. L'industrie allemande d'armement, renaissante dans les années 1950, appliquait concrètement ces leçons dans la conception de nouveaux blindés. Le Léopard 1, premier char de bataille ouest-allemand d'après-guerre, incarnait cette philosophie renouvelée. Plutôt que de chercher le blindage maximal comme les Tigers d'antan, ses concepteurs privilégiaient la mobilité, la fiabilité et la facilité de maintenance, caractéristiques qui avaient fait le succès du Sherman. Nous construisons enfin des chars de guerre efficaces, déclarait fièrement l'ex-Obergefreiter Zimmermann, devenu ingénieur chez Krauss-Maffei. Les échanges techniques entre anciens adversaires, facilités par l'Alliance Atlantique, révélaient d'autres aspects de cette transformation conceptuelle. Lors d'une visite de l'ex-maréchal des logis Dubois aux usines allemandes en 1958, celui-ci observait « Vous avez appris les leçons de notre confrontation. Vos nouveaux chars privilégient l'efficacité opérationnelle sur l'impressionnant technique. C'est exactement ce qui nous avait permis de vous battre avec nos Sherman. » Cette reconnaissance mutuelle scellait la réconciliation technique entre anciens ennemis. L'influence de cette révision allemande dépassait les frontières pour inspirer l'ensemble de la pensée blindée occidentale. L'OTAN adopta progressivement les principes de conception hérités de l'analyse allemande du phénomène Sherman. Standardisation des équipements, interopérabilité des systèmes, privilège accordé à la fiabilité sur la performance pure. Le Sherman américain entre les mains françaises nous a enseigné les vrais principes de la guerre blindée moderne, reconnaissait le général allemand Guderian Fils dans ses mémoires de 1960. L'ironie historique de cette évolution ne passait pas inaperçue des observateurs. L'Allemagne, qui avait dominé l'Europe en 1940 avec des panzers techniquement supérieurs aux chars français de l'époque, reconstruisait sa puissance militaire en 1960 en appliquant les leçons apprises de sa défaite face aux Sherman inférieurs, maniés par des Français revanchards. Cette humilité technique, née de l'échec, se révélait plus féconde que l'arrogance d'antan. La dimension psychologique de cette transformation restait sensible chez les vétérans. Weber, devenu directeur technique chez Mercedes-Benz, témoignait en 1965 « Chaque fois que je conçois un nouveau véhicule, je pense à ces Sherman français qui nous ont battus par leur simplicité et leur fiabilité. Cette leçon d'humilité technique guide encore mon travail aujourd'hui. Nous avons appris que la vraie sophistication consiste à rendre simple ce qui est complexe, pas l'inverse. » Cette philosophie, née de la guerre, transformait l'industrie allemande. L'héritage de cette confrontation entre Sherman français et Panzer allemand continue d'influencer la conception des blindés modernes. Les principes dégagés de cette analyse, privilégier la fiabilité opérationnelle, optimiser la facilité de maintenance, standardiser les composants, concevoir pour la production de masse, restent les fondements de l'industrie d'armement occidentale. L'humiliation technique allemande de 1945 était devenue en 1965 une révolution conceptuelle qui profitait à l'ensemble du monde libre dans sa confrontation avec le bloc soviétique. La portée internationale de cette révolution Sherman, analysée par les experts allemands, dépassait largement le cadre franco-allemand
pour influencer l'ensemble de la doctrine blindée occidentale pendant la guerre froide. Les enseignements tirés par les vétérans de la Panzerwaffe de leur confrontation avec les Sherman français furent systématiquement étudiés par les états-majors de l'OTAN, transformant cette expérience locale en révolution conceptuelle globale, qui guiderait la conception des blindés occidentaux face à la menace soviétique pendant 4 décennies. Le général américain George S. Patton Jr., qui avait commandé la 3e armée en Europe, s'intéressa particulièrement aux analyses allemandes post-guerre sur l'efficacité du Sherman. Ces rapports allemands, déclarait-il en 1950 devant l'état-major américain, confirment que nous avions raison de privilégier la quantité fiable sur la qualité maximale. Les Allemands nous expliquent mieux que nous-mêmes pourquoi nos Sherman ont gagné. Ils étaient conçus pour la guerre réelle, pas pour les concours techniques. Cette validation par l'ennemi vaincu renforçait la confiance américaine dans sa philosophie industrielle. L'école de guerre française intégra ces analyses allemandes dans ses cursus dès 1952, créant un cas d'école unique où l'ennemi d'hier enseignait les raisons de sa propre défaite. Le colonel Pierre Billotte, ancien de la 2e DB de Leclerc, dirigeait ces séminaires. Nos anciens adversaires allemands nous expliquent avec une lucidité remarquable pourquoi nos Sherman les ont vaincus. Cette analyse critique de leur part révèle une maturité militaire que nous devons saluer et dont nous devons nous inspirer pour former nos futurs officiers blindés. Cette pédagogie de la réconciliation par l'analyse technique créait un précédent unique. Les Britanniques, qui avaient leurs propres expériences difficiles avec la complexité technique de leurs chars Churchill et Cromwell, adoptèrent rapidement les conclusions allemandes sur la supériorité opérationnelle du Sherman. L'école blindée de Bovington modifia ses programmes pour enseigner que la sophistication technique doit servir l'efficacité opérationnelle, jamais la remplacer. Cette révolution conceptuelle britannique, inspirée de l'autocritique allemande, influença la conception du futur char Centurion. L'impact sur l'industrie d'armement occidentale fut considérable. Les constructeurs américains, français, britanniques et allemands adoptèrent progressivement les principes Sherman identifiés par l'analyse allemande. Modularité des composants, facilité de maintenance, fiabilité privilégiée sur la performance pure, conception orientée vers la production de masse. Cette standardisation philosophique de l'industrie d'armement occidentale créait une supériorité systémique face aux approches soviétiques plus traditionnelles. L'Union soviétique, paradoxalement, fut l'une des principales bénéficiaires indirectes de cette révolution conceptuelle occidentale. Analysant les documents allemands capturés et les rapports techniques occidentaux, les ingénieurs soviétiques comprirent rapidement l'importance des leçons du phénomène Sherman. Le T-54, premier char soviétique d'après-guerre, intégrait discrètement plusieurs principes de conception hérités de cette analyse. Simplification des systèmes, robustesse privilégiée, facilité de production en masse. Les répercussions géopolitiques de cette transformation technique furent considérables. L'OTAN développa une doctrine blindée unifiée basée sur les enseignements de la confrontation Sherman-Panzer, créant une interopérabilité technique qui renforçait la cohésion de l'Alliance. Nous combattons désormais avec une philosophie commune née de l'analyse de nos erreurs passées, observait le général allemand Speidel, devenu commandant des forces terrestres de l'OTAN en 1957. Cette révolution conceptuelle eut des implications civiles importantes. L'industrie automobile allemande, reconstruite par d'anciens ingénieurs militaires convertis, appliquait les leçons de la défaite des Panzers face aux Sherman. La Volkswagen coccinelle incarnait cette philosophie de simplicité, fiabilité et facilité d'entretien qui avait fait le succès du char américain. Nous construisons des voitures comme les Américains construisaient leurs Sherman, expliquait Ferdinand Porsche fils, pour qu'elles fonctionnent toujours, pas pour qu'elles impressionnent. L'enseignement militaire supérieur occidental fut transformé par cette intégration de l'autocritique allemande. West Point, Saint-Cyr, Sandhurst et les autres académies militaires enseignaient désormais le cas Sherman-Panzer, comme exemple paradigmatique de la supériorité de l'efficacité sur la sophistication. Cette pédagogie de l'humilité technique formait une génération d'officiers immunisés contre les séductions de la complexité inutile. Les programmes de recherche et développement militaires occidentaux des années 1960-1980 furent guidés par ces principes issus de l'analyse allemande. Le char M1 Abrams américain, le Leclerc français, le Challenger britannique incorporaient toute cette philosophie de simplicité sophistiquée
hérité de la leçon Sherman. Système fiable, maintenance simplifiée, production en série possible, efficacité opérationnelle maximisée. L'évolution personnelle des protagonistes illustrait cette transformation. Zimmermann, devenu professeur à l'école blindée allemande, enseignait à ses élèves. J'ai commencé ma carrière en méprisant les Sherman français. Je la termine en expliquant pourquoi ils nous ont vaincus et pourquoi leurs principes de conception restent valables aujourd'hui. Cette évolution de mes idées résume 40 ans de progrès dans la pensée militaire occidentale. Cette reconnaissance personnelle de l'erreur passée et de la vérité présente symbolisait parfaitement l'évolution des mentalités. L'héritage de cette confrontation perdure encore aujourd'hui dans les principes de conception des blindés modernes. Qu'il s'agisse du Léopard 2 allemand, du Leclerc français, de l'Abrams américain ou du Challenger britannique, tous intègrent les leçons tirées par les vétérans allemands de leur défaite face au Sherman français. Privilégier l'efficacité opérationnelle sur la démonstration technique, concevoir pour la guerre réelle plutôt que pour les performances théoriques, et toujours se rappeler que la sophistication vraie consiste à rendre simple ce qui est naturellement complexe. L'analyse rétrospective de cette transformation des mentalités allemandes face au Sherman français révèle des mécanismes psychologiques et techniques qui dépassent largement le cadre de la Seconde Guerre mondiale pour éclairer les dynamiques générales de l'innovation militaire et de l'évolution des doctrines. Cette révolution Sherman, analysée par les vaincus eux-mêmes, constitue un cas d'école unique dans l'histoire militaire, où l'ennemi défait devient le meilleur analyste de sa propre défaite et le plus lucide théoricien des raisons de la victoire adverse. Le phénomène le plus remarquable de cette évolution fut la capacité des vétérans allemands à dépasser leurs préjugés initiaux pour analyser objectivement les qualités de leurs adversaires. L'Obergefreiter Zimmermann, dans ses mémoires publiés en 1970, expliquait ce processus. Notre méprise initiale pour les Sherman venait de notre formation technique qui nous avait appris à évaluer un blindé sur ses caractéristiques papier. Nous comparions les blindages, les calibres, les vitesses maximales. Nous avions oublié que la guerre est un système complexe où l'efficacité globale prime sur l'excellence partielle. Cette prise de conscience méthodologique révolutionnait l'approche allemande de l'évaluation militaire. L'autocritique développée par l'ex-Hauptmann Müller révélait les mécanismes profonds de cette transformation conceptuelle. Nous pensions que la technique allemande était supérieure par essence. Cette conviction nous aveuglait sur les qualités de nos adversaires. Les Sherman français nous ont enseigné l'humilité en nous prouvant qu'un char inférieur bien employé peut vaincre un char supérieur mal adapté à sa mission. Cette remise en cause de l'exceptionnalisme technique allemand marquait une révolution culturelle majeure. Les analyses techniques post-guerre révélaient des aspects subtils de la supériorité opérationnelle du Sherman qui avait échappé aux observateurs contemporains. L'ingénieur Steiner, travaillant désormais pour l'OTAN, publiait en 1965 une étude révolutionnaire. Le Sherman n'était pas seulement un char fiable, c'était un système de guerre optimisé. Sa conception modulaire permettait la standardisation des pièces, la rapidité des réparations, l'interchangeabilité des composants. Cette approche systémique était révolutionnaire comparée à notre approche artisanale de haute précision. Cette révision technique s'accompagnait d'une transformation plus profonde de la philosophie militaire allemande. Le Feldwebel Richter, devenu instructeur dans la nouvelle Bundeswehr, enseignait à ses élèves « Un char de guerre n'est pas une démonstration technique mais un outil tactique. Le meilleur char n'est pas celui qui impressionne les ingénieurs, mais celui qui permet à son équipage de accomplir sa mission dans toutes les circonstances. Cette leçon, nous l'avons apprise au prix de notre défaite face aux Sherman français. Cette pédagogie de l'humilité transformait la formation des nouveaux tankistes allemands. L'impact psychologique de cette réévaluation était considérable sur toute une génération de militaires allemands. Weber, le mécanicien devenu industriel, témoignait « Accepter que nos adversaires français avec leur Sherman primitif nous avaient surpassés techniquement fut plus difficile que d'accepter la défaite militaire elle-même. Cela remettait en question notre vision du monde et de notre place dans l'évolution technique. Mais cette humiliation s'est révélée libératrice. Elle nous a permis d'apprendre et de progresser. Cette catharsis intellectuelle révélait la profondeur de la transformation mentale allemande. Les échanges techniques entre anciens adversaires dans le cadre de l'OTAN révélaient d'autres dimensions de cette évolution. Lors d'un colloque franco-allemand en 1962, l'ex-maréchal des logis Dubois déclarait « Vos analyses de nos tactiques, Sherman, sont plus précises que nos propres rapports d'époque. Vous avez étudié nos méthodes avec une objectivité que nous n'avions pas,
aveuglés que nous étions par l'urgence du combat. Cette lucidité rétrospective honore votre professionnalisme militaire. Cette reconnaissance mutuelle illustrait la maturité de la réconciliation technique. L'influence de cette révision conceptuelle se faisait sentir dans tous les domaines de l'innovation militaire allemande. Les nouveaux systèmes d'armes développés par l'industrie germanique intégraient systématiquement les leçons Sherman. Priorité à la fiabilité opérationnelle, conception orientée vers l'utilisateur final, optimisation des coûts de maintenance, facilité de production en série. Cette philosophie industrielle transformait radicalement l'approche allemande de l'armement. La dimension économique de cette transformation était tout aussi importante. L'ex-lieutenant Hoffmann, devenu économiste industriel, analysait « L'efficacité du Sherman nous a enseigné que la rentabilité opérationnelle prime sur la sophistication technique. Un char qui coûte 3 fois moins cher à produire et à maintenir, tout en étant plus fiable, est économiquement supérieur même s'il est techniquement inférieur. » Cette leçon a guidé toute la reconstruction industrielle allemande. Cette révolution conceptuelle dépassait largement le cadre militaire. L'aspect doctrinal de cette évolution influençait profondément la pensée stratégique allemande. La nouvelle école militaire allemande enseignait que la supériorité militaire ne se mesure pas aux performances théoriques des équipements, mais à leur efficacité opérationnelle intégrée dans un système cohérent. Cette approche holistique, inspirée de l'analyse de la supériorité Sherman, révolutionnait l'enseignement militaire germanique et préparait une génération d'officiers immunisés contre les séductions de la complexité technique inutile. L'héritage intellectuel de cette révolution Sherman, analysée par les Allemands vaincus, continue d'influencer la pensée militaire contemporaine. Les principes dégagés de cette autocritique, privilégier l'efficacité opérationnelle sur la performance théorique, concevoir pour l'utilisateur plutôt que pour l'ingénieur, optimiser le rapport coût-efficacité plutôt que la sophistication maximale, restent les fondements de l'innovation militaire occidentale moderne. Cette transformation d'une défaite en leçon universelle illustre parfaitement la capacité de l'intelligence humaine à transformer l'échec en progrès. L'évolution des mentalités allemandes face au Sherman français révéla également des transformations plus profondes dans la culture militaire européenne, préfigurant une approche plus scientifique et moins idéologique de l'évaluation des systèmes d'armes. Cette révision conceptuelle, née de l'analyse lucide d'une défaite, influença durablement non seulement la pensée militaire, mais aussi l'approche générale de l'innovation technologique dans l'Europe d'après-guerre, créant un modèle d'autocritique constructive qui dépassait largement le cadre militaire initial. Les universités allemandes intégrèrent progressivement ces analyses dans leur cursus d'ingénierie, créant une nouvelle discipline qu'on appela l'efficacité systémique. L'ex-ingénieur Steiner, devenu professeur à l'Université technique de Munich, enseignait. L'exemple du Sherman face au Panzer allemand illustre parfaitement que l'optimisation locale peut nuire à l'efficacité globale. Nous avions optimisé chaque composant de nos chars sans penser à l'optimisation du système complet. Cette erreur méthodologique s'applique à tous les domaines de l'ingénierie. Cette généralisation des leçons militaires transformait l'enseignement technique allemand. L'industrie civile allemande adopta rapidement ces principes dans sa reconstruction d'après-guerre. Les entreprises comme Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW appliquaient consciemment la philosophie Sherman. Simplicité apparente cachant une sophistication réelle, fiabilité privilégiée sur la performance pure, facilité de maintenance et de réparation. Nous construisons nos voitures comme les Américains construisaient leur Sherman, déclarait Heinrich Nordhoff, patron de Volkswagen, pour qu'elles marchent toujours, pas pour qu'elles impressionnent. Cette approche guidait le miracle économique allemand. La transformation personnelle des vétérans de la Panzerwaffe illustrait cette évolution plus générale. Zimmermann, dans ses conférences aux écoles d'ingénieurs, témoignait « J'ai commencé ma carrière en croyant que la complexité technique était un signe de supériorité. J'ai appris à mes dépens que la vraie sophistication consiste à rendre simple ce qui est naturellement complexe. Cette leçon, apprise face au Sherman français, guide encore aujourd'hui mon travail d'ingénieur civil. Cette sagesse technique, née de la défaite militaire, enrichissait l'innovation civile. L'impact sur la recherche et développement européenne fut considérable. Les programmes de coopération technique franco-allemands, initiés dès les années 1950, intégraient systématiquement les leçons de la confrontation Sherman-Panzer. Lex Hauptmann Müller, devenu directeur de recherche chez Dassault Breguet,
dans le cadre de la coopération aéronautique européenne, expliquait: Nos anciens combats nous ont enseigné à privilégier l'efficacité opérationnelle sur la prouesse technique. Cette philosophie guide maintenant notre coopération industrielle franco-allemande. La dimension psychologique de cette transformation révélait des mécanismes plus généraux de l'évolution des mentalités nationales. Le sociologue Norbert Elias, analysant cette révolution conceptuelle allemande, observait: L'acceptation par les Allemands de la supériorité du Sherman français marquait la fin de l'hubris technique germanique et l'ouverture vers une approche plus pragmatique de l'innovation. Cette humilité forcée s'est révélée plus féconde que l'arrogance d'antan. Cette analyse sociologique éclairait les ressorts profonds de la transformation allemande. Les échanges intellectuels entre anciens adversaires dans le cadre européen révélaient d'autres aspects de cette évolution. Lors du premier colloque franco-allemand sur l'innovation technique en 1958, l'ex-maréchal des logis du bois et l'ex-Obergefreiter Zimmermann dialoguaient publiquement sur leurs expériences. « Votre analyse de nos méthodes, déclarait Dubois, est plus pénétrante que notre propre réflexion d'époque. Vous avez transformé votre défaite en leçon universelle. C'est un exemple de maturité intellectuelle. » Cette reconnaissance mutuelle symbolisait la réconciliation européenne. L'influence de cette révision conceptuelle dépassait les frontières européennes pour inspirer l'industrie mondiale. Les constructeurs japonais, analysant les documents techniques allemands sur le phénomène Sherman, adoptèrent ces principes pour développer leur industrie automobile d'après-guerre. Toyota et Honda appliquaient consciemment la philosophie de simplicité fiable qui avait fait le succès du Sherman face au Panzer sophistiqué. Cette diffusion mondiale des leçons européennes créait une nouvelle approche de l'innovation industrielle. Les implications philosophiques de cette transformation touchaient au fondement même de la pensée technique occidentale. L'ex-lieutenant Hoffmann, devenu philosophe des techniques, développait une théorie générale. La confrontation Sherman-Panzer révèle que l'efficacité prime sur l'élégance, que l'utilité l'emporte sur la beauté technique, que la robustesse vaut mieux que la sophistication. Ces principes s'appliquent à tous les domaines de l'activité humaine, de l'architecture à l'informatique. Cette généralisation philosophique donnait une portée universelle aux leçons militaires. L'enseignement de l'histoire militaire fut également transformé par cette approche autocritique allemande. Les académies militaires occidentales enseignaient désormais le cas Sherman-Panzer comme exemple paradigmatique de l'importance de l'analyse objective des performances relatives. Cette histoire, expliquait le général français André Beaufre, nous enseigne que l'ennemi vaincu peut être le meilleur professeur si on sait l'écouter avec humilité. L'autocritique allemande sur le Sherman enrichit notre propre compréhension de nos forces et faiblesses. Cette pédagogie de l'humilité transformait la formation des futurs officiers. La mémoire collective européenne intégrait progressivement cette révision conceptuelle, transformant l'image des anciens adversaires. Les Sherman, initialement perçus par les Allemands comme des boîtes de conserve, étaient désormais respectés comme des symboles d'ingénierie intelligente. Cette réhabilitation symbolique accompagnait la réconciliation politique et préparait la coopération technique européenne. L'ex-Feldwebel Richter résumait cette évolution. « Nous avons appris à respecter ce que nous méprisions et à critiquer ce que nous admirions. Cette inversion des valeurs nous a rendus plus sages et plus efficaces. Cette sagesse, née de la défaite et de l'analyse, enrichissait l'héritage intellectuel européen. L'héritage durable de cette révolution Sherman, analysée par les tankistes allemands, continue de résonner dans l'innovation militaire et civile contemporaine, révélant la pertinence intemporelle des principes dégagés de cette confrontation historique. Plus de 80 ans après les combats d'Alsace, les leçons tirées par les vétérans de la Panzerwaffe de leur défaite face au Sherman français guident encore la conception des systèmes d'armes modernes et inspirent les approches contemporaines de l'innovation technologique, prouvant que l'analyse lucide d'un échec peut être plus féconde que la célébration d'une victoire. Les concepteurs du char Léopard 2A8, dernière évolution du blindé allemand moderne, reconnaissent explicitement l'influence de ces enseignements historiques. Chaque système de ce char, explique l'ingénieur-chef Hans Zimmermann Jr., petit-fils de l'ancien tankiste, intègre les leçons apprises par mon grand-père face au Sherman français. Modularité pour faciliter la maintenance, système redondant pour garantir la fiabilité, conception orientée vers l'utilisateur plutôt que vers la prouesse technique. Cette philosophie, née de l'humilité de la défaite, guide encore nos innovations d'aujourd'hui.
Cette continuité générationnelle illustre l'enracinement profond de cette révolution conceptuelle. L'industrie automobile allemande contemporaine continue d'appliquer les principes issus de l'analyse du phénomène Sherman. Les ingénieurs de BMW et Mercedes-Benz étudient encore les rapports de leurs prédécesseurs sur la supériorité opérationnelle du char américain pour concevoir des véhicules alliant sophistication et fiabilité. La leçon Sherman reste valable, déclare le directeur technique de Volkswagen. La vraie sophistication consiste à rendre invisible la complexité, pas à l'exhiber. Nos clients, comme les tankistes français d'autrefois, veulent des machines qui fonctionnent toujours, pas des démonstrations techniques. L'influence de ces principes s'étend bien au-delà de l'automobile, pour toucher l'ensemble de l'innovation technologique européenne. L'industrie aéronautique, avec des programmes comme l'A400M ou le futur chasseur européen SCAF, applique consciemment la philosophie de simplicité efficace héritée de l'analyse allemande du Sherman. Système fiable plutôt que révolutionnaire, maintenance simplifiée, interopérabilité maximale. Nous concevons pour l'utilisateur final, pas pour impressionner les ingénieurs, résume un responsable d'Airbus Defence, exactement comme les Américains concevaient leur Sherman pour les tankistes, pas pour les techniciens. L'enseignement militaire contemporain perpétue cette tradition d'analyse critique héritée des vétérans allemands. L'école de guerre française, l'Académie militaire de Saint-Cyr, et leurs homologues européennes enseignent toujours le cas Sherman Panzer, comme exemple fondamental d'évaluation objective des systèmes d'armes. Cette histoire, explique un professeur de l'école de guerre, enseigne aux futurs officiers que l'efficacité opérationnelle prime toujours sur l'élégance technique, que la fiabilité vaut mieux que la sophistication, et surtout que l'analyse honnête de ses échecs est plus instructive que la célébration de ses succès. L'innovation dans les technologies civiles contemporaines révèle l'influence persistante de cette philosophie. L'approche de conception de Tesla, privilégiant la simplicité de production et la fiabilité opérationnelle sur la complexité traditionnelle automobile, rappelle directement les principes Sherman identifiés par les Allemands. Elon Musk lui-même reconnaît cette filiation. Nous appliquons à l'automobile électrique la même philosophie que les Américains appliquaient à leurs chars. Simplicité apparente, fiabilité absolue, facilité de maintenance. C'est plus efficace que la surenchère technique traditionnelle. L'industrie informatique européenne s'inspire également de ces enseignements historiques. Les concepteurs de systèmes critiques, aéronautiques, spatiales, défense, privilégient systématiquement la robustesse sur la performance pure, l'efficacité opérationnelle sur l'innovation spectaculaire. Le Sherman était l'iPhone de son époque, observe un ingénieur de Thales, simple d'emploi, fiable, efficace, conçu pour l'utilisateur. Cette approche reste la référence pour tous les systèmes destinés à fonctionner dans des environnements difficiles. Les startups technologiques européennes intègrent ces principes dans leur ADN entrepreneurial. L'écosystème français de la French Tech, par exemple, privilégie les solutions robustes et scalables plutôt que les prouesses techniques inapplicables. Nous construisons les Sherman du numérique, explique un entrepreneur parisien. Des solutions simples, fiables, facilement déployables. La leçon historique reste valable. Il vaut mieux une technologie simple qui marche qu'une technologie complexe qui impressionne. La coopération militaire européenne contemporaine, incarnée par l'Agence européenne de défense, applique institutionnellement les leçons de cette analyse allemande. Les programmes d'armement communs privilégient la standardisation, l'interopérabilité, la facilité de maintenance sur les performances nationales maximales. Nous construisons ensemble les Sherman européens d'aujourd'hui, déclare un responsable de l'AED, des systèmes efficaces, fiables, économiquement viables. L'histoire nous a enseigné que cette approche est plus payante que la course aux armements sophistiqués. L'influence de cette révolution conceptuelle se manifeste même dans les domaines les plus contemporains comme l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Les systèmes IA européens privilégient la robustesse et la fiabilité sur la performance pure, appliquant inconsciemment les principes Sherman à ces technologies nouvelles. Un système IA fiable vaut mieux qu'un système IA spectaculaire, explique un chercheur de l'INRIA, exactement comme un Sherman fiable valait mieux qu'un Tiger spectaculaire. L'histoire se répète avec d'autres technologies. Aujourd'hui encore, quand les ingénieurs européens conçoivent un nouveau système,
Qu'il s'agisse d'un char de combat, d'un avion de ligne, d'une voiture électrique ou d'un logiciel critique, ils s'inspirent consciemment ou inconsciemment des leçons tirées par les vétérans allemands de leur confrontation avec les Sherman français. Privilégier l'efficacité sur l'élégance, la fiabilité sur la sophistication, la simplicité d'emploi sur la complexité technique. Cette sagesse, née de l'analyse lucide d'une défaite par ceux qui l'ont subie, continue de guider l'innovation européenne et témoigne de la capacité de l'intelligence humaine à transformer l'échec en progrès durable. L'ex-Obergefreiter Zimmermann, décédé en 1995 à l'âge de 79 ans, avait résumé dans ses derniers écrits l'essence de cette transformation. J'ai commencé cette guerre en méprisant les Sherman américains et les tankistes français. Je l'ai terminée en les respectant et en apprenant d'eux. Cette évolution de mes idées résume l'évolution de toute l'Allemagne d'après-guerre, de l'arrogance technique à l'humilité efficace, du mépris de l'adversaire au respect de ses qualités. Si cette guerre nous a enseigné quelque chose, c'est que l'intelligence et la modestie valent mieux que l'orgueil et la sophistication. Cette sagesse, payée au prix fort par toute une génération, reste aujourd'hui encore un guide précieux pour l'innovation et le progrès humain.